Tout n'est que mythe. Le vrai est en nous et dans les natures qui nous ont été arrachées. Au fil de mes lectures, je me découvris un intérêt tout naturel pour l'anthropologie, l'étude de l'espèce humaine, qui, le veut-on ou non, a une empreinte non négligeable sur son environnement immédiat, c'est-à-dire elle-même et son espace environnant, qu'elle exploite à ses fins, dans le but de répondre à ses besoins. La préservation de l'espèce, que l'on retrouve chez tous les êtres vivants, suivit son cours pendant un temps. Démunie face aux conditions naturelles, l'espèce humaine a dû, pendant un temps, chasser, pêcher et cueillir pour se loger et se nourrir. Il lui fallait, pour survivre, être capable de se vêtir, de s'unir, coopérant avec ses semblables pour essayer de se maintenir parmi les espèces au sommet de la pyramide gaïenne. Pour cela, l'être humain dut apprendre à conjuguer avec ses facultés naturelles, différentes de celles du reste du règne animal. Dépourvue de fourrure, il lui fallut s'en créer une. Dépourvue de griffes, elle se mit à tailler des silex pour en faire des armes, qu'elle continua de développer au fil des générations. Les feux intérieurs et extérieurs continuaient de brûler, assurant notre pérennité dans un monde aux ressources naturelles limitées, mais dont le monde naturel intérieur paraît quant à lui illimité, infini, tombant parfois dans l'oubli, mais dans les gènes, restant inscrit. Ce monde intérieur, qui la poussa à laisser ses traces sous forme d'œuvres artistiques, à communiquer avec ses congénères et le reste du vivant, à innover dans ses rapports à l'autre, la nature et celles et ceux qui partagent sa nature, domestiquant le feu, qui permit une avancée génétique majeure, voguant à travers les mers et les océans, voyageant sur la Lune et tentant de comprendre ses lacunes, ce monde intérieur-là n'est pas près de s'éteindre. Pourtant, l'homme en vieux français, dans lequel nous pouvons aussi inclure les femmes, nous a détournés de notre véritable nature, ainsi que de la nature. Cela aurait commencé il y a environ 12 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire. Les conditions climatiques furent alors plus propices à l'apparition de l'agriculture, remplaçant peu à peu les cultures animistes, qui se considéraient comme faisant partie d'un tout, où chaque élément avait une essence qu'il fallait interroger avant de pouvoir éventuellement l'utiliser, en n'oubliant jamais de remercier Gaïa pour sa douce et parfois cruelle bonté. Avec la sédentarisation, que l'on appelle aussi révolution agricole, sont apparus des paradigmes complètement nouveaux. Dorénavant, il ne s'agissait plus de communiquer avec la nature, mais de lui imposer notre volonté, et uniquement la nôtre. Le reste du vivant fut rayé de la carte, si ce n'est pour l'exploiter. À présent, seule comptait notre espèce, implorant dans son monde à elle les éléments pour qu'ils lui fussent favorables, tentant de les rationaliser, invoquant des divinités pour les nouvelles activités qu'elle pratiquait, telles l'agriculture, l'élevage, le commerce, etc. Avec ce changement, sont également survenues des carences alimentaires et de nouvelles maladies. En effet, en passant d'un régime basé sur environ une quinzaine d'aliments, comme la viande, le poisson, les baies et les noix, à un régime centré sur la culture de pommes de terre ou de blé, avec parfois des aurochs, devenus les vaches que l'on connaît désormais, la perte de richesse nutritive était flagrante. Dès lors, semblerait-il que notre espèce perdue de sa vigueur. Le cerveau se mit à rétrécir, tout comme notre taille. Ceci s'expliquerait par le fait que chacune et chacun des chasseurs et chasseuses-cueilleuses devaient être en mesure d'accomplir toutes les tâches nécessaires à la survie. Chasse, pêche, cueillette, faire du feu, construire un abri, coudre, etc. L'espérance de vie à cette époque était relativement courte, mais la santé mentale et physique était probablement meilleure, sans que je n'idéalise cette époque-là. En comparaison, un homme ou une femme sédentarisée d'il y a 12 000 ans devait travailler dans les champs, en étant courbé, n'étant jamais certain ou certaine des fruits de son dur labeur, et si cela allait lui rapporter suffisamment pour survivre. Des barricades s'érigèrent pour protéger les récoltes
et le lieu de vie des pillards. Plus tard, apparurent de nouveaux mythes, afin de faciliter la coopération entre les divers individus d'une même communauté, ou trop souvent, pour asseoir une domination sur la majorité, en s'accaparant les objets du pouvoir. Constructions mentales qui sont créées de toutes pièces, et qui n'ont une prise dans la réalité, uniquement parce que les dominés décident d'y croire, même si cela les désavantage, et acceptent cette servitude volontaire. Il faut savoir que notre espèce, qui se différencie du reste du vivant principalement par ce trait-là, a la capacité de créer des mythes rassembleurs qui permettent un fonctionnement en société au-delà d'environ 250 individus. Autrement dit, c'est sa flexibilité dans ses rapports interpersonnels et sociétaux qui fait sa force. Ces mythes, ce sont les langues, l'argent, les institutions, les divinités, les frontières, etc. Ils permettent de nous réunir sous des croyances communes et donc d'avoir une base sur laquelle échanger avec autrui en toute facilité. Émergèrent ainsi les premières cités-États, possiblement en Mésopotamie, il y a plus ou moins 6000 ans. Pour protéger les paysans et les paysannes des attaques, des milices guerrières se formèrent de fait. Pour comptabiliser les ressources, l'administration fut créée. Pour justifier l'instauration de taxes et leur pouvoir sur la population, certains individus, encore une fois, comme c'est si commun dans l'histoire, il s'agissait le plus souvent d'hommes, créèrent de nouveaux mythes, faisant intervenir une ascendance divine, valant aussi pour leurs descendants qui héritaient de ce pouvoir. Comme dit Bill McKibben, tout n'est qu'un jeu. De nos jours, les mythes ont évidemment évolué, bien que nombre d'entre eux restent similaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qu'il y a de vrai se situe en nous, poussière d'étoiles, et dans la nature, dont nous faisons partie, poussière d'étoiles également, supernova à l'origine de tout. Tout le reste, l'argent, les institutions, les droits, etc., ne sont que des constructions mentales que l'on a matérialisées dans le monde réel, mais qui au départ n'existaient que dans notre imaginaire subjectif ou collectif. Il peut paraître difficile de se défaire de mythes qui existent depuis des millénaires, mais une de nos principales forces, comme je l'ai déjà dit, est notre inventivité. Je ne dis pas non plus qu'il faut se débarrasser des mythes, mais nous devons aujourd'hui en créer de nouveaux, ensemble, et en faire appliquer d'autres, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comme j'aime à le dire, peut-être que les abeilles sont plus intelligentes que nous, ce qui est évident sur au moins un point, la préservation de l'espèce, qui est une de nos plus grandes failles. Mais celles-ci, les abeilles, n'ont jamais pris l'initiative de tuer une de leurs reines pour instaurer une démocratie à la place. Nous avons cette capacité-là d'innover perpétuellement, autant au niveau individuel que collectif. Ne nous laissons pas avoir par des paradigmes qui n'ont plus aucun sens dans le monde réel ou physique et qui profitent seulement à une poignée d'individus de notre espèce. Saisissons-nous dès à présent des outils politiques pour qu'un réel changement positif puisse s'enclencher.